À l'aube des temps, 4 grands maîtres ayant chacun des techniques uniques et surhumaines se disputaient le titre de guerrier ultime du monde des arts martiaux, appelé Murim. Cependant dans l'ombre, le culte des démons convoitant une domination totale du Murim a tendu des pièges à ces mêmes maîtres afin de les capturer. Alors qu'une épée nargue la gorge d'un enfant en appelant son père, celui-ci dépose son arme et à genoux supplie que l'on épargne son fils. Voilà ce qu'était le culte des démons et jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et c'est ainsi que les 4 grands maîtres, représentant la force du Murim, furent privés de liberté et enfermés dans la prison souterraine du culte pour y être exposés. Au sein du pénitencier des démons, un cultiste ordonna à un jeune homme, nouveau geôlier des grands maîtres, qu'il étudie leurs arts martiaux. Approuvant, il demande tout de même d'un sourire si il peut faire ça à sa façon. L'homme du culte accepte sa requête et lui donne donc 10 ans pour réaliser cela. Après tout, il est le meilleur élément de l'académie, n'est-ce pas? Le jeune homme s'incline, répondant qu'il ne le décevra pas, un sourire en coin se dessinant une fois seul avec ses prisonniers. Bon, ils ont tout entendu, non? À partir d'aujourd'hui, ils seront ses instructeurs. Mais les réactions ne se font pas attendre. Alors que le premier maître lui dit d'aller se faire foutre avec ses conneries, la deuxième, d'un ton calme et glaçant, jure de le tuer. Le jeune geôlier est désemparé, il leur demande s'ils veulent rester ici à jamais. Le troisième maître explose devant la provocation. Il ne croira pas cette ruse sur une quelconque liberté promise. Le jeune homme leur demande alors s'ils pensent être les seuls à être menacés par la mort. Surpris par cette remarque, le calme revient et le geôlier continue. Lui-même n'a aucune chance de survie. On lui a confié cette tâche car il est incapable d'utiliser son énergie interne. Mais il est sûr et certain qu'on se débarrassera de lui une fois toutes les techniques des grands maîtres apprises. Les 4 maîtres comme le jeune homme au pied du mur, ce dernier va leur proposer un marché. Il se verra accepté après une longue réflexion des prisonniers. Et c'est ainsi que 10 années plus tard, du sang s'écoule dans les murs de la prison. Essoufflé et blessé, le geôlier avait vu juste. Cet homme comptait bien se débarrasser de lui. Mais le vieux cultiste lui demande d'être honnête. Après tout, il ne lui a jamais fait confiance non plus, n'est-ce pas? Mais sinon, pourquoi est-ce que ces reliques se tiennent-elles à ses côtés plutôt que ceux de la faucheuse? Derrière notre héros se tenaient les plus grands noms de ce monde. Mine-Hawk, roi de la forêt verdoyante. Yelin-Un, déesse de la lune de glace. Eon Wun-Oh, guerrier de la lumière. Et enfin, le grand maître épéiste Muyon-Gon. Cependant, l'homme du culte n'en est pas inquiet pour autant. Il connaît leur état. Tous ici ne peuvent que se battre temporairement, alors qu'ils arrêtent tous de bluffer et meurent sans faire d'histoire. Il utilisera toutes ces techniques à bon escient. Qu'il ne s'en fasse pas. D'un murmure, le jeune homme dit qu'en effet, il compte bien sur ça. Après tout, ceux qui essaieront de maîtriser les techniques à l'aide de ces notes finiront par mourir. Le cultiste n'ayant pas entendu lui demande de répéter. Mais non, rien, oublie. Et puis, il semble mal avoir compris autre chose. Alors qu'une aura rouge se forme en même temps que son sourire, il n'a pas appris 4 styles d'arts martiaux, mais 5. Déchaînant sa puissance à en faire craquer les murs, ses cheveux se teintent d'un rouge cramoisi devant l'incompréhension du vieux cultiste, qui reconnaît cependant cette sensation. C'est impossible. Il s'agit de la technique secrète défiant les cieux. C'est dans la peur. Il demande comment ce type peut maîtriser la même technique que leur seigneur. Mais le jeune geôlier ne répondra pas. Cette technique est incomplète, mais tant que le Seigneur des Ténèbres est en isolement, personne ici ne peut le stopper. L'ancien ordonne à ses sbires de tuer les rebelles, et ceux-ci s'élancent alors vers les grands maîtres par à les recevoir. Mine-Hawk prend les devants et balance un des sbires contre le mur, affichant un regard blanc de rage, et jure de tous les tuer ici et maintenant. Les gardes toujours aussi nombreux s'apprêtent alors à submerger les maîtres. Mais Wun-Oh, chargeant son épée de foudre, annonce qu'aujourd'hui, leur culte va disparaître du Murim. L'un des sbires parvient cependant à surprendre le guerrier de lumière. Mais Yelin est là pour assurer ses arrières, et elle gèle jusqu'à l'os l'assaillant du culte. Les maîtres ne peuvent que constater la quantité interminable d'ennemis. Et alors qu'ils se frayent un chemin pavé de sang avec leur technique, le vieux cultiste scrute les environs à la recherche de quelqu'un et... Ce même individu lui décoche un magnifique coup dans la tempe. C'est lui qu'il cherchait, et bien le voilà. Mais alors qu'il se nargue d'y être allé trop fort, son regard croise une silhouette lointaine se rapprochant rapidement. Il s'agissait du Seigneur des Ténèbres. La lame dirigée vers les fuyards. Et merde, finalement il est venu. Ce jour-là, les montagnes étaient témoins de la puissance du Seigneur du culte, mais aussi de la mort des 5 maîtres du Murim. Plusieurs dizaines d'années plus tard, dans une résidence baignée par le soleil et les chants d'oiseaux, un jeune garçon était à la recherche de son maître, qui était confortablement allongé. Il constate qu'il est encore là à rêvasser, mais tout le monde est rassemblé dans la cour, il faut qu'il vienne. Oh, mais il a pas le courage. Tiens, qu'il fasse mumuse avec le ballon. Allez, ousta. Mais le jeune disciple insiste. Il va se plaindre au grand maître si ça continue. Allez, qu'il se bouge et vite. Le jeune instructeur cède finalement à la demande du garçon, au grand plaisir de celui-ci, qui l'entraîne donc de tous ses efforts jusqu'aux autres. Ce jeune instructeur était en fait le geôlier du culte. L'explication, c'est qu'il y a un mois de cela, il s'est réveillé dans un corps qui n'était pas le sien, celui de Baek Suryong, du dojo Baek. Malheureusement, Suryong possède une maladie cardiovasculaire,
et cela a failli lui coûter la vie plusieurs fois. Sa mère, qui était aussi de santé fragile, est décédée alors qu'il était tout jeune. Et quant à son père, Baek Moon-eun, après avoir tenté de guérir son fils sans résultat, il l'a fait bâtir un dojo dans un endroit où l'eau et l'air étaient purs, pour faciliter la vie de son fils. Fils qui, malgré son inaptitude à l'énergie interne, continuait de s'entraîner jour après jour, tout en cherchant de lui-même une méthode de guérison. Il a finalement fini par trouver des notes sur les techniques démoniaques, et après des entraînements trop intensifs, il s'est écroulé, ou plutôt, il en est mort. Mais cela dit, il était préparé à y laisser la vie, et c'est après cela que le corps de Baek Sur-young a eu un nouvel hôte, depuis maintenant un mois. Alors qu'il finit de torturer ses pauvres élèves, le geôlier, enfin, non, Baek Sur-young ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. Après tout, le culte démoniaque est désormais éteint depuis plusieurs décennies. Un peu plus tard dans la journée, Baek Moon-eun réprimande son fils sur l'intensité de son cours. Sur-young répond désintéressé que c'est la base de l'entraînement. Il faut que les os se brisent et que la peau se déchire pour apprendre les arts martiaux. Non, franchement, il devrait le remercier. D'un coup de cuillère à peau, son père le recadre. Ce ne sont que des enfants de 10 ans. Il n'a donc pas honte. Mais les pensées de Sur-young sont tout autres. Il a vu l'attaque de son père, mais l'esquiver c'est autre chose. Non, et puis ce genre d'entraînement, c'était la routine au clan des démons. Les gosses d'aujourd'hui sont trop fragiles. Son père accablé lui demande s'il l'écoute au moins. Et alors que Sur-young ressort des excuses de plus belle, le jeune garçon de tout à l'heure fait irruption au dojo. Il en appelle ses maîtres, mais aucun des deux ne semble comprendre la situation. Les larmes aux yeux, l'enfant pointe son frère, pitié qu'il le sauve. Et alors que les Baek semblent désemparés, un homme, le père des enfants, supplie ces derniers à son tour. Une fois l'enfant posé, Myun demande ce qu'il s'est passé. Et alors qu'il l'ausculte, Sur-young a compris. C'est une blessure causée par des arts martiaux. Avec de légères pressions, Myun applique les premiers soins. L'enfant a des os brisés, mais sa vie n'est pas en danger. Qu'il le laisse ici pour cette nuit. Et ils iront voir un médecin demain matin. Le père du jeune blessé, soulagé, le remercie. Le petit frère, lui, demande s'il ne va pas mourir. Mais le seigneur des Baek tient à le rassurer. Tout ira bien avec un peu de repos. Cependant, qui a pu donc oser faire ça? Sur-young en frissonne devant la pression exercée par son père. Ce n'est vraiment pas n'importe qui. Bégayant, le père des garçons dit qu'il s'est juste blessé en jouant, alors que l'homme troublé cherche ses mots. Le petit garçon hurle que c'est à cause du dojo Jin. Ils l'ont provoqué en disant que le dojo Baek et leur technique ne valaient rien. Sur-young et Myun sont décontenancés par le type du dojo qui s'est installé récemment, et alors que Moon-eun évoque que son propriétaire ferait partie du clan Namgung, Sur-young réagit à ce nom. Pourquoi diable est-ce qu'une des 5 grandes familles viendrait créer un dojo dans ce trou paumé? Le patriarche Baek demande s'ils l'ont attaqué à plusieurs. C'est à quoi le garçon répond qu'il était seul, mais que c'était de la triche. Yang Sam, il connaissait toutes leurs techniques. Alors que Sur-young se demande s'il s'agit là d'un de leurs anciens élèves, il se retourne vers le corps de Jang-il et observe ses blessures avant d'être pris de surprise. Il a reçu une technique mortelle. Qui pourrait donc bien faire ça à un enfant? Mais le petit garçon s'exclame. Il faut aller au dojo Jin et punir Yang Sam. Posant sa main sur sa tête, Myun tient à le rassurer. Il va y aller et le gronder. Il ne s'inquiète pas. Dès demain, il ira rendre visite au dojo Jin. Mais dépassé, le père des garçons dit que ce sont des choses qui arrivent quand des enfants chamaillent, ce n'est pas la peine. Baek Moon-eun insiste d'un ton rassurant. Ils vont juste les mettre en garde. Bien que Sur-young, lui, ne soit pas convaincu que son père s'enchaîne à ça. La famille du jeune Jang-il repart donc rassurée. Il les laisse prendre en main la situation. Le lendemain matin, aux premières lueurs du soleil, alors que les Baek s'annoncent à la porte du dojo Jin, une grosse voix agacée ouvre en soupirant. Qui fait donc un tel boucan si tôt? Face au géant qui a ouvert la porte, Baek Myun s'incline et explique vouloir rencontrer le propriétaire. Sur-young lui est plutôt décontenancé devant ce géant à l'allure de bandit. Il serait vraiment du prestigieux clan Namgung. À première vue, ce plouc a tout l'air d'un guerrier de seconde zone. Alors que Sur-young inspecte l'homme, son père explique la situation quant à la bagarre entre leurs disciples. Mais l'homme leur demande quel est le problème. C'est juste une embrouille entre gosses. Myun commence à s'impatienter. Les blessures de Jang-il étaient beaucoup trop graves pour une simple dispute. Le géant esquisse alors un sourire moqueur. Les garçons s'agrandissent en se bagarrant, non? Comment est-ce qu'ils vont devenir des hommes s'ils se comportent comme des gonzesses? Mais les ricanements commencent à faire perdre patience à Myun. Et d'un ton froid, dit ne pas enseigner à ses élèves de blesser autrui, ce qui ne semble pas être le cas de tous les dojos visiblement. Interpellant le jeune Yang Sam, il l'informe qu'il a failli tuer son camarade lors de leur dispute. Alors que le maître du dojo commence lui aussi à perdre patience, le garçon répond peu sûr de lui que c'était un combat à la loyale, mais il est repris par Myun, demandant s'il le pense vraiment. Le représentant du dojo Jin l'interrompt. Qu'est-ce qu'il croit faire? Putain, et dire qu'il vient ici pour un gosse qui s'est pris quelques coups. Il n'a qu'à mieux les entraîner, ses disciples. Alors que Sur-young essaye de s'interposer pour calmer la situation, l'homme Namgung prononce les mots de trop. Étant donné le niveau des maîtres, c'est normal que le gosse se soit fait massacrer. Et alors que les Baek lui font face, des bruits interpellent Sur-young derrière lui.
Tous les disciples de leur dojo voulaient voir le spectacle. Allez, battez-vous! Suryon comprend alors que c'était un piège. Il a volontairement demandé à Yang Sam de faire ça. Et maintenant, si son père refuse de combattre, eh bien sa réputation s'effondrera et leurs disciples partiront du dojo Baek. Et même s'ils acceptent, ils donneront l'impression de simplement vouloir se venger. En bref, peu importe leur décision, ça ne sera pas en leur faveur. Alors que le colosse affiche un fier sourire, une silhouette sort du bâtiment. Les disciples saluent leur aîné. Celui-ci s'avance vers l'homme du clan Namgung. Il le présente alors à tous. Il s'agit là du cousin germain, du frère de l'oncle, du mari de la sœur de Namgung Jayak, professeur de l'institut Chonmu. Eh oui, ils ont bien entendu, il fait partie du célèbre clan Namgung. Non, toute modestie, celui-ci souligne ne pas faire partie de la lignée principale, mais il fait de son mieux pour ne pas ternir le nom de celle-ci. Suryoung s'en doutait. Ce guignol n'est pas un Namgung, mais scrutant les alentours, les gens ici semblent convaincus. Ça pourrait être un problème que les gens croient ce clown. Il va donc devoir intervenir. Sous la surprise de son père, Suryoung s'avance. Ouah, vous êtes incroyable! On croirait entendre un influenceur. Et alors que l'imposteur se demande ce qu'il fait, Suryoung continue devant son père incertain. Dans ce cas, cela veut dire que vos disciples apprennent les vraies techniques du grand clan Namgung, non? Tombant dans son piège, l'homme acquiesce. Enfin, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais les bases en tout cas, elles le sont. Suryoung comprend donc comment Yang Sam a pu progresser autant en si peu de temps. L'imposteur s'exclaffe, il a l'œil, et s'il souhaite, il peut suivre aussi ses enseignements. La foule réagit à ces mots, il n'en attendait pas moins du grand clan Namgung. Et dire qu'ils se sont installés ici, suite à ça, Myun semble comprendre ce que prépare son fils qui lui lâche un magnifique clin d'œil pour le rassurer, avant d'enchaîner. Il ne pensait pas que les enseignements Namgung pouvaient être aussi meurtriers. La soif de sang qui en émane lui ferait même croire à des arts martiaux maléfiques. Ces paroles eurent l'effet d'un électrochoc sur l'entièreté des personnes présentes. Suryoung est satisfait. L'ambiance a enfin changé, il va donc pouvoir continuer. Oui, vous savez, il parle de ce genre d'arts martiaux, très facile à apprendre qui, en fait, quand on y regarde de plus près, sont juste de la merde. L'instructeur du dojo rival réagit à ces mots. S'il continue de les insulter, alors... Mais Suryoung lui demande si ça toque à la porte de derrière. C'est quoi ces têtes de constipés? Et alors que la colère monte chez le maître du dojo Jin, Suryoung est interpellé par télépathie, et il regarde donc un coup vers son père en arrière. Celui-ci, inquiet, lui demande comment il peut être sûr que leurs arts martiaux commettent le mal. Mais Suryoung hoche la tête, il s'en occupe, qu'il lui fasse confiance. Interpellant la foule, il souhaite dissiper le malentendu. Hein? Qu'est-ce qu'il en pense? Puisque lui, Namgung Ok du grand clan Namgung s'est installé ici, demandons-leur qu'ils envoient des fleurs pour le féliciter, non? Et encore mieux s'ils arrivent aussi à prouver que la technique utilisée n'est pas maléfique. Namgung Ok, la colère montante, se laisse interpeller par les chuchotements des gens. Ces derniers se questionnent sur ce qu'il se passe. Est-ce que le jeune Suryoung les accuse d'usurpation? Et au fil des messes basses, le faux Namgung se remplit d'hésitation jusqu'à se figer. C'est alors que le vieux maître interpelle Suryoung. Est-il prêt à assumer la responsabilité de ses mots? Comme Suryoung le pensait, ce vieux est le vrai maître du dojo. Il lui demande alors ce qu'il entend par assumer ses responsabilités. D'un ton menaçant, n'insinue-t-il pas que leur dojo usurpait le clan Namgung? En plus de cela, pour enseigner des techniques maléfiques, connaît-il les conséquences de ce genre d'accusation infondée? Le vieillard continue son intimidation. Ce qu'il fait est dangereux. Les accusés d'enseignement maléfique, eh bien, le clan Namgung n'en restera pas là si leur image est salie. Et interpellant Moon-hun, il souhaite en rester là pour aujourd'hui. Le saluant avec respect, il souhaite éviter que la situation ne s'envenime. Que dirait-il d'oublier cet incident et de se revoir une autre fois? Suryoung lui est amusé de cela. Il croit vraiment pouvoir le duper, lui qui a maîtrisé les arts de l'assassinat. Il demande donc au vieil homme d'arrêter son cinéma. Pensait-il lui faire peur avec quelques menaces? Le vieil homme s'étonne alors à ces mots, avant que son visage ne se crispe. Mais Suryoung ne s'arrête pas pour autant. Leur comportement à tous les deux devient de plus en plus suspect. Qu'ils leur disent, de quel clan font-ils réellement partie? Parce que de son point de vue, ils ont l'air d'abuser de la naïveté des gens. Le faux Namgung recule en voyant le vieil homme perdre patience. Mais celui-ci se contente de ricaner. Ricanement qui se transforme alors en rire perforant, grondant tellement fort qu'il provoque des rafales de vent. Suryoung semble alors satisfait que la mascarade prenne fin, mais le vent se renforce jusqu'à lacérer les vêtements et le visage de celui-ci. Il constate alors que le vieux fait une démonstration de force pour essayer de l'intimider une nouvelle fois. Le faible vieillard en apparence voit sa morphologie changer sous la stupeur de la foule, et affichant maintenant un corps rajeuni de plusieurs décennies, les muscles finement dessinés, il complimente Suryoung pour sa clairvoyance. Mais gardera-t-il son insolence encore longtemps? Devant l'ambiance pesante, les villageois commencent à prendre peur, et alors qu'ils tentent de partir sur le regard du maître, ce dernier brise alors le sol, que tout le monde s'arrête. Quiconque fera un pas de plus sera éliminé. Les disciples du dojo Jin se mettent à bloquer les sorties, face aux villageois apeurés qui promettent de garder le silence, alors que Suryoung observe la situation calmement. Brisant le silence, il demande au vieil homme s'il est jusqu'à commettre un crime.
mais confiant. Il rétorque que personne ici ne peut l'en empêcher, après tout. Suryoung commence à comprendre la gravité de la situation dans laquelle il est. Et alors qu'il jette un coup d'œil vers les gardes à l'entrée, son père l'interpelle à nouveau, d'un ton rassurant. Dégainant sa lame, il indique ne plus avoir à être respectueux maintenant, qu'il reste en retrait. Il s'en occupe. Même si Suryoung est perplexe, son père justifie que malgré son courage, il ne peut rien faire sans énergie interne. Et alors que les imposteurs semblent se mettre d'accord sur un plan, Myun demande à son fils qu'il ait confiance. Mais à peine ce mot prononcé que le colosse se jette sur lui. Il ne regarde pas ailleurs en plein combat. Myun parvient à parer de sa lame, avant de se faire projeter par la force du Phonamgung, dont la force est visiblement suffisante pour en faire trembler l'acier des mains de Myun. Cependant, ce n'est pas terminé. L'imposteur prépare un nouvel assaut, et le père de Suryoung parvient une nouvelle fois à parer. Il interpelle alors son fils, qui est inapte au combat, pour qu'il s'enfuit. Mais ce dernier se doute que son père se retient, et probablement à cause de lui. Déterminé à prouver le contraire, Suryoung se prépare. Alors que le vieil homme marche vers lui, déterminé à le corriger, en un instant il s'élance. Il atterrit derrière Suryoung, qui, pris de court, se retourne en retard, et parvient cependant à esquiver de justesse. Évitant assaut après assaut du vieil homme, il remarque que ses mouvements se font de plus en plus lents. Cette relique le sous-estime et c'est une bonne nouvelle. Préparant un nouvel assaut, le vieux va prendre son pied avant de le tuer. Mais Suryoung le voit venir. Il est lent, plein d'ouverture et décoche une riposte dans l'abdomen du vieux, qui se fait projeter en arrière. Ce dernier décontenancé, tout l'inverse de Suryoung, qui affiche une confiance infaillible, ce qui a pour réaction d'enrager le vieillard. Il ne se laissera plus surprendre. Aussitôt dit qu'une poignée de pièces fonce sur lui, l'obligeant à parer et à quitter Suryoung des yeux qui, profitant de l'ouverture, se faufile derrière lui. Il en profite pour murmurer que ce n'est pas la première fois qu'il se bat sans énergie interne. Le vieil homme n'a rien compris ce débat, qu'il arrête ses conneries et, d'un coup vif, Suryoung frappe son bras gauche. Il ne peut l'immobiliser que brièvement. Son corps est trop faible même en y allant à fond. Cependant, contre cet imposteur, c'est plus que suffisant. Alors que le vieux maître se retrouve paralysé, Suryoung en profite pour agripper sa tête et lui décocher un coup de genou dans sa face. Mais ce n'est pas fini. Un deuxième coup vient embrasser son nez. Il ne va pas s'effondrer pour si peu, hein. Le nez en charpie et en sang, le vieux est sonné. Il tente de repousser Suryoung qui s'évade d'un magnifique salto. Reprenant ses appuis, il repart à l'assaut, narguant le vieil homme que ce n'est pas fini. D'une multitude de coups, il ne laisse aucun répit au vieillard, dont le corps se retrouve peu à peu engourdi. D'un ton arrogant, Suryoung demande au vieux s'il a son compte. Mais l'homme parvient à riposter face à un Suryoung stupéfait. Reprenant ses distances, il comprend alors que le vieux protège ses méridiens avec son énergie interne. Il va devoir trouver autre chose pour le battre. Le maître imposteur jure à nouvelle fois de le tuer, et dans sa rage il charge à nouveau. Suryoung parvient tout de même à nullifier chaque assaut, en y rajoutant des provocations en bonus. Et alors qu'il hurle de frustration, le vieux maître est puni d'un énième coup. Dans son ancienne vie, Suryoung était méprisé de tous pour son inaptitude à maîtriser l'énergie interne, constamment rabaissé par des types tout à fait banals, juste chanceux de ne pas subir la même affliction que lui. Est-ce qu'il sait comment ils ont fini? Écrasés eux aussi, le vieil homme embrasse enfin le sol, face à un Suryoung victorieux. Fixant son opposant au sol, il était sûr d'avoir gagné sans trop de peine, mais son fragile cœur lui fait savoir le contraire. Essuyant son visage, il est conscient d'en avoir trop fait. Et alors qu'il se croyait sorti d'affaire, une ombre menaçante le surplombe. Dans un ultime élan, le vieillard lui promet la mort. Chose que Suryoung, pris de surprise, ne pourra éviter. Tranchant le bras du vieil homme, Myun sauve son fils in extremis, avant de lui demander si tout va bien. Suryoung ne peut être qu'impressionné par la vivacité de son père, et jetant un œil à la serpillère qui lui a servi d'adversaire, c'est comme il s'en doutait. Son père est un expert de première classe, mais pourquoi cache-t-il donc ses compétences? Interrompant ses pensées, il appelle le maître du dojo Baek. L'alliance du Murim se chargera du reste, non? Après tout, ces idiots ont tout avoué, et devant tous ces témoins. La foule jusque-là captive acclame leur héros. Vive Myun, vive Suryoung et vive le dojo Baek. Ces mots arrachent un sourire au duo père-fils. Et alors que Myun dit à son fils qu'ils vont avoir une longue discussion, ce dernier semble perdre l'équilibre et s'effondre dans les bras inquiets de son père. De ses dernières forces, il rassure son père qu'il va juste faire une petite sieste. Et alors qu'il lui demande de s'occuper du reste, il ferme les yeux sous les appels inquiets de Myun. Quelques jours après l'incident au dojo Jin, le revoilà en pleine séance de torture avec ses disciples. Alors qu'il se prélasse au soleil, ces derniers sont à bout et se plaignent de l'horrible posture du cheval, tellement horrible qu'ils planifient une évasion, en pensant que leur maître dort. Mais il est bel et bien réveillé. Il peut entendre le jeune Jeonggi reprendre ses camarades. Ils ne deviendront pas aussi forts que leur maître en se plaignant de si peu. Cela arrache un sourire à Suryoung, mais pas pour longtemps. Leur maître est-il vraiment si fort que ça? Là, comme ça, il a vraiment l'air faiblard. Jeonggi les reprend immédiatement. Il a battu le dojo Jin d'un seul coup d'épée. Il a agité son bras et ça a créé une tornade qui a fait tomber une météorite. Et après, il a fait une reprise de volée dans la tête des méchants maîtres. Oui, et après, il y a Nissi qui a tapé un striptease tant qu'on y est. Continuant son réveil éveillé, il affirme que leur maître est turbo méga giga supra fort et...
qu'il est secrètement le meilleur combattant du monde. Ses camarades à fond dedans sont émerveillés. Jang-gi leur promet même que leur maître connaît la technique la plus puissante jamais inventée. Il leur apprendra s'ils sont patients. Seoryong est plutôt amusé. Et il le complimente sur sa perspicacité. Il connaît en effet les 5 plus grandes techniques ayant jamais existé. Mais ces mioches peuvent rêver pour les avoir. Il les gardera bien au chaud juste pour lui. Enfin, il peut toujours respecter la dernière volonté des grands maîtres et transmettre ses techniques à leurs successeurs si jamais il parvient à les croiser. Mais bon, il se préoccupera de ça si le destin les fait se rencontrer. Interrompant Jang-gi avant une énième exagération, il les trouve bien bavards. Est-ce qu'ils prennent l'entraînement pour un jeu? Terrifiés de ce coup de pression, ils se remettent en position sans tarder. Seoryong espère bien qu'il s'applique, et les enfants répondent en chœur que oui, maître. Alors que l'entraînement se poursuit tranquillement, le maître en arrive à envier ses disciples d'apprendre dans des conditions si généreuses. Mais ses pensées sont interrompues, en même temps que Myun met fin à l'entraînement du jour. Affichant un air sombre et grave, son fils le remarque immédiatement. Il demande à son père s'il y a un problème. Lâchant un profond soupir, il annonce qu'un représentant de l'Alliance Murim vient d'arriver. Au sein du dojo, un homme accompagné de ses collègues se présente avec respect. Il est Go Ju-yeol, responsable d'investigation pour l'Alliance. Le saluant en retour, Myun affirme avoir entendu parler de lui et de son surnom, Byeon-gaek. Ces mots interpellent Seoryong. Ce surnom fait référence au ciel, et remarquant les chaussures usées de l'investigateur, il le soupçonne de maîtriser la lévitation. Alors en pleine réflexion, il entend son père se présenter d'une voix un peu déprimée. Ce dernier n'a pas de titre à lui présenter en retour, il n'est malheureusement pas qualifié pour. Seoryong se permet de casser l'ambiance pesante et salue à son tour. Ayant appris les mêmes techniques que son inconnu de père, il va de soi qu'il n'a pas de surnom aussi. Tout crispé, Myun lui lance un regard furieux, qui ne croisera que la langue moqueuse de Seoryong. Mais l'investigateur affirme qu'ils n'ont pas être aussi humbles. Après tout, ils ont éliminé un secte maléfique et rétabli l'ordre au village. Pour autant, Myun a toujours le moral aussi bas. Ils ont juste eu de la chance. Sentant alors le malaise, Ju-yeol demande si ils ne se seraient pas déjà rencontrés. Myun réagit à ces mots. Il rétorque en bégayant qu'il ne le croit pas. Enfin, il a une mauvaise mémoire, donc peut-être. Le représentant de l'Alliance s'avance alors. Il a une chose très importante à lui demander. Est-ce qu'il pourrait avoir un peu d'eau? Il fait très chaud et la route était très longue. Toujours intimidé, le propriétaire du dojo leur propose modestement du thé si cela leur convient. Chose qui sied parfaitement à l'investigateur. Et s'adressant à ses hommes de main, il va discuter qu'ils aillent chercher les criminels. À peine les mots prononcés que ceux-ci s'exécutent. Alors que Ju-yeol affiche un grand sourire absolument naturel et peu suspicieux, Seoryong lui est perplexe. Il a clairement anguille sous roche. Peu après, une fois le thé entamé, Ju-yeol se confie à ses hôtes. Il garde ça pour eux, mais leurs prisonniers sont probablement du clan des démons. Seoryong recrache son thé à l'entente de ça, alors que son père est quelque peu perdu. Ils sont censés avoir disparu depuis des décennies, non? Le représentant de l'Alliance confirme ces mots. Alors que le clan des démons était divisé par des conflits internes, le chef de l'Alliance en a profité pour les éliminer par surprise. Seoryong met alors de l'ordre dans son actualité. Jusque-là, il savait que le clan des démons avait été anéanti, mais sans savoir comment. Les conflits internes dont il parle font sûrement référence au jour de sa mort, avec les 4 grands maîtres, mais ça, seul lui le sait. Ju-yeol explique que récemment, des hommes semblant appartenir au culte commencent à agir, ce à quoi Myun réagit. Est-ce que le clan serait en train de renaître? Durant un bref instant, l'investigateur se fige, et fixe froidement Seoryong qu'il a bien remarqué. Continuant comme si de rien n'était et armé d'un grand sourire, il tient à les rassurer que ce n'est qu'une possibilité. Puis dévisageant ses hôtes d'un regard perçant, les criminels leur auraient-ils dévoilé quelque chose? Mais le père comme le fils affirment ne pas leur avoir parlé depuis l'incident. Chose qui ravit monsieur l'investigateur. Et alors qu'il quitte la table, il les rassure que l'Alliance garde un œil sur le secte maléfique, mais qu'il leur envoie une lettre s'il repère une chose suspecte. Saluant ses hôtes, il les informe qu'une récompense leur sera envoyée. Alors que Myun répond que ça ne sera pas nécessaire, Seoryong lui reste méfiant. Ce type, vu son regard, il est toujours sur ses gardes. Il affiche un grand sourire, mais ses mains sont prêtes à dégainer à tout instant, et ses pieds semblent préparés à l'éviter au besoin. Pourquoi donc se méfie-t-il autant d'eux? Est-ce parce qu'un dojo sans renommée a capturé des experts maléfiques? Ou peut-être parce qu'ils ont réussi à repérer des arts démoniaques? Dévisageant son père, il a un comportement trop bizarre, et c'est clairement ça qui alerte l'autre type. Mais les pensées de Seoryong sont interrompues par Ju-yeol, qui interpelle le maître du dojo. Plus il l'entend, plus sa voix lui est familière. Même si Myun se défend d'avoir sûrement une voix très commune, Ju-yeol ne semble pas convaincu, et dégage une énergie si forte que Seoryong se fige sous la pression, jusqu'à en avoir le corps qui tremble. L'investigateur est pourtant vraiment sûr de l'avoir déjà croisé, et... Ah, il a trouvé! Alors que les questions fusent dans la tête de Seoryong, son père ne nie plus, il avoue tout. D'une vive impulsion, Ju-yeol se tient à demi-mètre de Myun. Alors que Seoryong, pris de court, interpelle inquiet son père. Mais les deux individus restent droits sans dire mot, un sourire affiché sur leurs deux visages dans le silence. Brisant la glace, Ju-yeol attrape Myun. Le prince de Jade, c'est bien ça? Chose que confirme le père Baek, à celui qu'il appelle maintenant son seigneur. Avec tout ça, Seoryong est complètement paumé. Seigneur, prince de Jade? Mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Ju-yeol reprend. Ça faisait longtemps, mon vieil ami.
Muon estime que ça doit faire une bonne trentaine d'années. Il ne l'aurait pas imaginé devenir investigateur de l'Alliance. Mais si lui l'a reconnu, pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Tout gêné, Muon lui dit avoir eu honte, comme il a quitté l'Institut sans prévenir, et encore pire, sans lui donner de nouvelles depuis. Tout détendu, Jiol lui dit de ne pas s'en faire pour ça, c'est des broutilles. Chose qui rassure Muon, qui s'excuse tout de même, avant de demander à son fils d'aller chercher de quoi boire. Alors attablé dans une ambiance sereine, le père demande à son fils de se présenter. Jiol était comme un frère pour lui à l'époque de l'Institut, ce à quoi ce dernier répond que Suryong est bien BG. Il a sûrement hérité des bons gènes du prince de Jade. Mais Muon lui demande d'oublier ce vieux surnom gênant, il a bientôt 50 ans. Son fils devient alors intrigué, et Jiol éclate de rire. À l'époque, ce surnom était même plus connu qu'Anisik. Pas de quoi être gêné. La situation s'étant apaisée, Suryong est content qu'il n'ait pas eu à l'affronter. Il finit par se présenter officiellement. Il s'appelle Baek Suryong, fils de Baek Muon. Mais trêve de politesse, qu'ils prennent place et boivent avec eux. Ils évoquent alors des souvenirs de jeunesse d'il y a 20 ans, lorsqu'ils étudiaient encore à l'Académie du Dragon Azur. Chose qui titille Suryong. À son époque, il n'y avait que l'Académie de Chonmu. Mais aujourd'hui, il semble y avoir 5 grandes académies. Interrompant ses pensées, Jiol interpelle son voisin de beuverie. Il n'imagine même pas le nombre de conquêtes que son père a eu à l'académie. Et même si ces mots semblent faire bégayer Muon, son ancien camarade continue de se moquer. Là, il est toujours BG, mais qu'il imagine à l'époque, pour qu'il en soit appelé Prince de Jade. Suryong comprend alors pourquoi elle se la jouait inconnue sans titre tout à l'heure. Passé 50 ans, c'est vrai que c'est embarrassant. Son père rajoute que de toute façon, c'est plus une plaisanterie de ses amis qu'un surnom sérieux. L'équipe d'investigation interrompt les retrouvailles. Celle-ci confirme que le transfert des criminels est terminé, alors que leur chef les remercie. Cependant qu'ils repartent sans lui, il va continuer son enquête et rentrera demain. Ni une ni deux, les voilà déjà disparus. Chose qui semble ravir Jiol. Bon, maintenant que les rabats jaunes sont plus là, il est temps de passer aux choses sérieuses. La soirée se continue un moment. Jiol, un peu affaibli par l'alcool, interpelle son ami. Ça l'intrigue depuis un moment, mais... où est Ekbing? Ces mots semblent perturber Muon, mais il répond tout de même. Elle a quitté ce monde il y a un moment, voit-il. En effet, ce dernier se rappelle qu'elle était fragile de constitution. Les deux anciens camarades marquent alors un silence, lourd de regrets et de deuil. Jiol désamorce alors la situation en riant. Tout à l'heure, il pensait que sa tête était familière car il l'avait vue sur un habit de recherche. Et Muon se renchérit à avoir évité de se faire découper, donc... Trinquant un coup, on demande au prince de Jade de ne pas être aussi modeste. Mais Jiol est inquiet. Il se demande si le dojo rapporte assez d'argent. Après tout, ils n'ont pas l'air de vivre dans le luxe. Le seigneur Baek le rassure. Il gagne assez d'argent pour que lui et son fils puissent vivre et manger. Mais l'homme de l'Alliance l'invite à ranger sa fierté de côté. Leur retrouvaille est un signe du destin. Il pourrait facilement enseigner à l'Académie du Dragon Azur s'il le voulait. À ces mots, Suryong semble montrer de l'intérêt, contrastant avec son père qui reste silencieux, avant d'affirmer que cet endroit leur convient très bien, même si Jiol reste inquiet. Les temps ont changé et l'argent est indispensable maintenant. Suryong est complètement d'accord. Un peu d'argent, ça fait pas de mal après tout. Essayant de le convaincre, Jiol demande s'il connaît le salaire du meilleur instructeur d'une grande académie. Même les influenceurs en seraient jaloux. Et alors qu'il répond modestement ne pas avoir les compétences, Suryong est outré des conneries qu'il entend. Bien sûr qu'il a le niveau pour. Il faudrait vraiment être fou pour laisser passer ce genre de chance. Et lui, il ne compte pas laisser passer cette occasion. Interrompant le démarchage d'emploi, il s'adresse à Jiol. Est-ce qu'il pourrait lui en dire plus sur ce titre de meilleur instructeur? Et ainsi, après plusieurs échanges riches en informations, la nuit fait place au matin. Non pas sans peine pour Jiol, qui a la gueule de bois au réveil. Mais tel un faillot, Suryong interpelle son oncle. Qu'il prenne donc un peu de cette eau au miel qu'il a soigneusement préparée pour lui. Et tout aussi esquinté, Muon en voudrait bien aussi. Mais Suryong répond qu'il ne restait qu'une cuillère de miel. Donc pas de bol, y en a pas assez. Dépité, son père s'imagine que c'était trop dur de faire moite-moite. Mais on lui rétorque d'un ton sournois que ça aurait été moins efficace. Et puis en plus c'est pas poli pour leur amitié, voyons. Jiol félicite le cadavre ambulant. Il a vraiment bien élevé son fils. Suryong ne peut qu'apprécier Jiol. Même après 30 ans sans nouvelles de son ancien ami, qui en plus a coupé les ponts sans prévenir, il agit comme si de rien n'était, avec une grande affection. S'il maintient une bonne relation avec lui, il en bénéficiera sans doute dans le futur. Revêtant sa cape, Jiol annonce devoir partir. Il interpelle une dernière fois Suryong. Est-ce qu'il a réfléchi à leur discussion de la veille? Mais celui-ci affirme toujours devoir y réfléchir. Et bien de toute façon, il lui reste 3 mois pour se décider. Et s'il accepte, eh bien, Jiol lui fera une lettre de recommandation avec plaisir. Suryong s'incline pour remercier celui qu'il appelle maintenant son oncle. Mais ce dernier rétorque que c'est normal, qu'il se redresse. Sur ces mots, il est temps de se dire au revoir et de se quitter. Les Baek souhaitant bon retour à Jiol, ce dernier est confiant qu'ils finiront par se revoir. Et la prochaine fois, il ramènera de quoi boire jusqu'à ce que tous ici en tombent d'ivresse. Prenant un solide appui, l'investigateur fend les cieux à une vitesse fulgurante, ne laissant qu'une simple brise de vent là où il était. Puisque c'en est fini, Suryong annonce aller préparer son cours. Mais son père l'interpelle d'un ton sérieux. Est-ce qu'il compte vraiment rejoindre l'Académie du Dragon Azur? Son fils lui demande s'il compte l'en empêcher. Mais son père, d'abord hésitant, concède que même s'il essayait, il ne parviendrait pas à le convaincre. Confirmant ses propos, Suryong dit que s'ils en ont fini, il va y aller.
Mais Muen le coupe. Tentant d'intimider son fils, il lui assure que le Murim n'est pas le monde idéal qu'il imagine. Alors qu'il monte le ton, il demande si sa victoire contre l'expert démoniaque croit faire de lui un expert. Il a simplement eu de la chance que l'homme ait baissé sa garde en le sous-estimant. Mais dans ses pensées, Suryong affirme que c'était fait exprès ça, c'était le plan. Toujours inquiet, Muen reprend. Toute sa vie, il a tenté de soigner son flux d'énergie, mais son cœur ne peut être guéri. Sauf que ça, son fils y être le premier à le savoir. Dans l'incompréhension, Muen demande alors à son fils pourquoi il veut devenir un disciple de l'académie dans son état, ce qui laisse Suryong perplexe. Mais il n'a pas le temps de répliquer que son père surenchérit. Il sera la risée des autres élèves. Certains iront même jusqu'à le provoquer, dans l'unique but de l'humilier. Suryong tente alors d'en placer une pour dire que c'est un malentendu, mais qu'il écoute son père. Il dit ça pour lui. Les médecins n'ont même pas su nommer la maladie qu'il a. Tout secoué, Suryong a compris qu'il arrête. Intérieurement, il sait en fait toute sa maladie, y compris comment la guérir. Mais le remède coûte une blinde. Muen supplie son fils de l'écouter. Il va avoir 27 ans. Comment va-t-il réagir en se faisant frapper et humilier par des jeunes adolescents d'à peine 15 ans? Et alors qu'il lui propose simplement de mener une vie tranquille au village, Suryong met fin au quiproquo. Il ne compte pas devenir un disciple alors qu'il arrête. Et enfin Muen semble écouter. Attends, quoi? Comment ça, il n'en a pas l'attention? C'est pour ça qu'il doit boire avec modération. Est-ce qu'au moins il se rappelle de ses mots hier? Il a simplement parlé de gagner de l'argent. Mais son père n'en reste pas moins perdu. Que compte-t-il donc faire? Suryong répond alors qu'il va postuler pour y travailler, pas pour apprendre. Muen lui demande pour quelle raison il voudrait faire ça. Et soupirant devant une question si stupide, Suryong finit par se tenir fièrement, demandant s'il n'était pas temps pour son père d'enfin se reposer sur son fils. Remontons maintenant des décennies en arrière, dans la prison du culte où étaient enfermés les grands maîtres. Maeng Hok faisait la démonstration des 18 coups de la forêt verdoyante. Celui qui n'était pas encore Baek Suryong parvient à esquiver le premier coup. Cependant le deuxième fait mouche dans un grand fracas. Se faisant repousser, on lui hurle de ne pas mourir pour si peu et encore moins avant de maîtriser leur technique. Le geôlier du culte se montre confiant. Prenant une impulsion, il repart à l'assaut affirmant que ce n'est pas terminé. Mais son arrogance rencontre le point du grand maître. Celui-ci affirme qu'il aurait pu réduire son crâne en bouillie alors qu'il se concentre. Une fois l'entraînement terminé, le roi de la forêt verdoyante interpelle son disciple. Il va lui révéler où sont cachés ses remèdes et trésors personnels. Désormais, ils lui appartiennent. Enfin, pour être exact, ils ne le sont pas encore. Cependant, s'il vient à mourir, mais que lui, son disciple, parvient à s'échapper, là il pourra les récupérer. On lui répond que ok, pas de raison de refuser. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça soudainement? Commence-t-il à être pessimiste? Mais Maeng répond que non, c'est juste au cas où. Ce serait qu'on laissait pourrir un tel trésor. Et après un moment de silence, ponctué par des regards de maître à élève, ce dernier casse l'ambiance. Comme par hasard, le jour où il y a une portion de viande. Mais Maeng se défend, il a pas dit ça pour gratter de la nourriture, voyons. D'un sourire serein, son élève dit que finalement il se sent d'humeur à partager aujourd'hui. Maeng frétille en imaginant son repas. Allez, il va lui apprendre de technique. De retour dans le présent, le duo père-fils est parti en excursion dans les montagnes. Suryong est lessivé. Bordel, le vieux a caché bien loin ses trésors. Mais alors qu'il progresse dans la forêt, quelque chose interpelle l'œil de Muen, qui s'arrête perplexe sur ce qu'il a devant lui. Face aux deux Baek, une sensation bizarre et inconfortable inonde la forêt. Suryong pense qu'ils sont au bon endroit, mais son père reste méfiant, il sent une énergie bizarre. Il a suivi son fils sans trop poser de questions car il a l'air sûr de lui, mais y a-t-il réellement des remèdes miraculeux plus loin? Mais son fils lui demande si c'est si dur que ça de lui faire confiance, puisqu'il lui dit que c'est la vérité. Jetant un coup d'œil aux alentours, Suryong repère le rocher, qui marque le début du sceau protecteur. Il en conclut que si la protection est toujours active, c'est que l'endroit n'a pas été pillé. S'avançant sereinement vers la forêt, il se retourne et demande à son père de ne pas s'éloigner de lui. Ce dernier est un peu surpris de la confiance de son fils. Il en croirait même qu'il est possédé. Alors qu'il s'avance plus profondément dans la forêt, Suryong prend soin d'observer les différents repères du sceau pour ne pas s'égarer. Jusqu'à ce que son père remarque quelque chose. Levant les yeux, ils ont face à eux un pavillon perdu au milieu des montagnes. Le fils insolent profite pour narguer son père, comme quoi il avait raison, alors que ses pensées sont occupées à remercier le grand maître Maeng pour son cadeau. Suryong a dit à son père que c'est sûrement l'endroit qu'ils sont venus chercher, mais celui-ci semble confus, et dire que des rumeurs d'un vendeur itinérant s'avèrent être vraies. Mais Muen lâche un soupir pour avoir été aussi naïf. Dégainant son sabre, il faut rester sur ses gardes au cas où il y aurait des pièges. Suryong tient à le rassurer. Il n'y aura aucun piège, enfin, par contre... Et alors que son père se demande quels mots vont suivre ce par contre, un énorme rugissement surprend Muen, pourtant sur ses gardes. Celui-ci frissonne d'incompréhension alors qu'il se prépare à l'affrontement. Face aux deux Baek, une silhouette féline et menaçante se profile, alors que Suryong souhaite bon courage à son père. Mais comment ça, bon courage? Il est passé où son fils? Dans un féroce rugissement, le tigre se rue vers Muen des minutes de garde. Reprenant ses esprits, il parvient par l'assaut du tigre, non pas sans effort. Face à lui s'étonnait le tigre dont Suryong avait eu vent du maître Maeng. Enfin, à l'époque, il avait parlé d'un bébé tigre, mais là, il ressemble plus à un starter au niveau 34. Terrifiant. Muen interpelle son fils qui est confortablement à l'abri, qui lui donne une explication. Ce dernier répond qu'à défaut d'être piégé, le vendeur lui a parlé d'une bête un peu féroce qui garderait l'endroit. Son père est exaspéré.
désespéré. Il aurait vraiment pas pu lui en parler plus tôt. Mais interrompant leur scène de ménage, le tigre se fait menaçant, ce qui fait réagir son opposant. Le tigre se tient là, tentant de les intimider et marque clairement son territoire. Muon pense qu'il se contente de protéger les lieux, mais qu'il ne les suivra pas s'ils partent. Mais Suryong intérieurement ne veut pas partir. Après tout, c'est pour cela qu'il a embarqué son père. D'une surnoiserie sans nom, il évoque qu'en vendant la peau de ce tigre, il pourrait être financièrement à l'abri un moment. Muon réagit à la mention d'argent. En y regardant de plus près, il est vraiment très gros ce tigre. Après une seconde d'hésitation, il s'excuse auprès du gros chaton. Décidé à terrasser la bête, il n'a qu'à blâmer le ciel pour les avoir fait si pauvres. Ces mots ravissent Suryong, qui encourage son père de loin. D'une vive impulsion, Muon se rue vers la bête, prêt à en découdre. Mais celle-ci ne se laisse pas impressionner et passe à l'offensive aussi, repoussant ainsi Muon, qui reconnaît bien là la force d'une bête spirituelle. Repartant une nouvelle fois à l'assaut, il parvient à porter un coup au fauve, qui semble l'avoir senti passer. Mais alors qu'il pense avoir l'avantage, il se fait surprendre par le tigre, qui vient décider à goûter sa chair. Forcé à la prudence, Muon parvient à utiliser un arbre comme bouclier. Mais devant sa force, cela ne suffit guère à encaisser plus d'une attaque. Suryong, d'abord inquiet devant la puissance du mastodonte, finit par être rassuré. Après tout, il n'affronte pas n'importe qui. Son père est un expert de première classe ayant atteint le sommet. Cependant, même en portant des coups avec succès, ce dernier ne parvient pas à trancher la bête. Sa peau est tellement dure qu'il n'est même pas sûr de lui faire des dégâts. Suryong se rappelle alors des imposteurs Namgung. Il était trop faible pour que son père y aille à fond, mais même là, il ne saurait dire s'il se retient encore. Pour vérifier cela, Suryong provoque son père. Le combat est plus long qu'il ne l'aurait pensé. Muon, visiblement touché, invite donc son fils au combat s'il s'ennuie tant que ça. Mais ce dernier demande s'il veut vraiment que son fils, au corps si fragile, le rejoigne. Alors que l'ombre du fauve surplombe Muon, il refuse l'invitation de son fils, il le gênerait, c'est vrai. Parant le coup de la bête non pas sans effort, celle-ci s'élance de nouveau à l'attaque. Imprégnant sa lame d'énergie, Muon compte en finir pour ne pas faire honte à son fils. Ce dernier est toujours caché et est inquiet pour son père. Son énergie est trop concentrée, ça ne marchera pas. Muon se rue alors, déterminé à en finir. Et d'un mouvement de lame, ce dernier tranche la bête, clamant que c'en est fini. Alors qu'il ressent le contre-coup de cette dépense d'énergie, et surtout à cause de son âge, Suryong lui hurle de faire attention. Derrière Muon, la bête n'ayant pas renoncé, se prépare à lui ôter la vie. Le coup du fauve atteint sa cible, qui se retrouve repoussé jusqu'à s'écraser contre un rocher, l'impact lui coupant le souffle. Suryong se voit contraint d'intervenir pour la vie de son père, et de toutes ses forces, il envoie une pierre vers le félin, ce qui a pour effet de stopper son assaut. Il porte ensuite secours à son père, mais ce dernier lui demande de rester à l'écart. C'est dangereux, il va le gêner, mais son fils le coupe. Et le genre de mauvais fils abandonnerait son père qui tient à peine debout. Et puis, en toute logique, s'il meurt, son tour viendra juste après. Muon souligne que justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il parte. Avant que Suryong lui demande de la mettre en veilleuse. Mais un terrible rugissement les ramène à la réalité. Et face à l'aura menaçante du fauve, ils comprennent alors le sérieux de la situation. Suryong ordonne à son père de se concentrer. Il s'occupe de le couvrir. Et avant même que Muon ne puisse protester, le jeune homme attrape une pierre. Il souligne qu'ils ont plus de chances de survivre en collaborant. Voyant son père partir à l'assaut, Suryong lui indique de viser ses côtes et de ne plus imprégner d'énergie à son épée, annonçant son coup final d'un puissant cri. Un immense impact retentit dans les montagnes. Peu après cela, Suryong inspecte la dépouille de la bête et montre à son père ce qu'il a trouvé. Dans sa main se trouve ce qu'on appelle un dan, une perle imbibée de l'énergie de la créature spirituelle. Mais son père pensait que ça serait plus gros. Oui, bien sûr, Suryong répond que c'est pas la taille qui compte. Et puis surtout, pour le moment, ils sont encore trop nuls pour affronter une vraie bête spirituelle. Bon, maintenant que le problème est réglé, ils peuvent retourner voir l'abri de tout à l'heure. Son père acquiesce, il souhaite en finir vite pour aller se reposer. À ces mots, Suryong devient pensif. Il a mal jugé son père. Il le croyait capable d'atteindre les sommets, mais il semblerait que quelque chose l'empêche de progresser. Le sortant de ses pensées, son père lui demande de venir un coup. Face à eux, des plantes semblant vieilles d'un siècle. Suryong s'en doutait, mais le maître Maeng n'aurait pas pris la peine de cacher un remède s'il n'était pas exceptionnel. C'est parfait, exactement ce qu'il cherchait. Mais Muon reste sceptique, et Suryong se doute de pourquoi. Il a sûrement dû déjà essayé plein d'herbes remèdes pour essayer de le guérir. La différence, c'est que contrairement à lui, il connaît la solution. Enfin, il y a toujours un problème, c'est que ça demande une somme d'argent colossale. Et même s'il vendait toutes ses racines médicinales, il sera encore très loin du compte. De toute façon, la priorité pour le moment, c'est de renforcer son corps fragile et mal en point. Il se retourne tout gaiement vers son père. Ça ne le dérange pas s'il mange tout, hein. Sans même discuter, mais on lui dit que oui, c'est bon. Ce qui laisse Suryong pensif. Avant qu'il ne lâche que de toute façon, il ne serait d'aucune aide pour son père, qui n'a que sa vieillesse comme problème. Mais ce dernier est choqué de tels propos. Corrigeant son insolente fils, il lui demande d'être plus reconnaissant. Et partant furieux, il lui ordonne de se dépêcher de tout ramasser, qu'il puisse enfin partir d'ici. Suryong quant à lui ne peut s'empêcher de sourire. Une telle quantité de plantes, ce sera bien sûr plus que suffisant pour renforcer son corps. Entamant alors le chemin du retour, Suryong remarque une source thermale dont Maeng lui avait parlé. S'approchant des termes, il demande si un petit bain intéresse son père, mais ce dernier ne semble absolument pas intéressé. Alors qu'il trempe sa main dans l'eau, Suryong semble remarquer quelque chose.
Fouillant dans ses souvenirs, il se rappelle quand Maeng lui a parlé de ses os. À l'époque, il lui avait naïvement demandé si c'était ce genre de terme magique qui renforce le corps et l'énergie juste en se baignant. Cette remarque avait amusé le grand maître. Si ce genre d'endroit se trouvait dans n'importe quelle montagne, les médecins seraient au chômage. Hein, gros débile. Enfin, les petits compliments à la fin, c'était pas obligatoire. Ah là là, qu'est-ce que ce serait dommage que le débile en question oublie de lui mettre sa viande dans le repas de ce soir. Maeng réalise qu'il n'était pas en position de force. Il rouspète devant autant d'ingratitude de la part de son élève. Alors que Suryong sort lentement de ses souvenirs, il répond au fantôme de son maître que c'est lui l'idiot en fin de compte. Si comme il le dit, ce genre d'endroit ne se trouve pas partout, alors comment explique-t-il ce qu'il a sous les yeux? Mais bon, il n'est pas si étonné que ça. Après tout, cet homme était surnommé le roi de la forêt verdoyante. Suryong interpelle son père. Ils ont trouvé encore plus intéressant que les racines. Et alors que son père lui demande de s'expliquer, Suryong pointe en direction des termes. Il s'en rappelle clairement. Une seule fois dans sa vie antérieure a-t-il pu sentir une énergie similaire à aujourd'hui. Et aucune erreur possible. Après tout, il s'agissait du même métal que le roi démoniaque avait entre ses mains et qui lui avait transpercé le cœur. Oui, Suryong en est sûr. Ce qu'il a devant lui, c'est le même minerai utilisé pour forger l'épée du seigneur du culte. Une météorite. Ce minerai peut se trouver là où une étoile filante a terminé sa chute. Donc en soi, n'importe qui peut en trouver avec énormément de chance. Entre les mains d'un forgeron de renom, il peut en faire une arme quasi divine, capable de résister aux techniques de lave des plus grands maîtres. Lors de sa vie antérieure, si seulement le chef du culte n'en avait pas une. Non, si Suryong lui en possédait une, alors... Enfin, sortons de ses pensées, pas la peine de ressasser le passé. Tout ce qui compte maintenant, c'est qu'il a entre ses mains ce même matériau aux possibilités infinies. Alors qu'il regagne le bord, son père l'interpelle, lui demandant ce qu'il a vu pour sauter tout habillé. Réfléchissant à sa réponse, Suryong sait qu'il paraîtra suspect de trouver une nouvelle excuse. Il avoue donc à son père qu'il s'agit d'une météorite, mais ce dernier a du mal à y croire. Suryong lui dit que pour une fois il est 100% sérieux, et affichant un regard perplexe, Myun tourne alors les talons, annonçant qu'il est temps d'y aller. Les trésors de trop grande valeur peuvent aussi apporter la misère. Il se retourne vers son fils, lui demandant de laisser la météorite. Il se justifie ensuite, en affirmant que si des rumeurs se propagent, cela fera naître la convoitise chez beaucoup, qui se battront pour l'avoir. Et même eux qui l'ont découvert pourraient finir par être blessés. Suryong ne peut que reconnaître le raisonnement de son père. « Non, mais c'est pas grave, ils n'ont qu'à la garder discrètement, ils sont cherchés à la vendre. » Myun s'agace. Son fils tient-il vraiment à se faire tuer dans son sommeil? Pour quelle raison souhaite-il la garder? Mais détendu, Suryong lui dit que quelqu'un finira par la trouver, et que les guerriers rameutés par les rumeurs finiront par passer à leur village. Continuant ses théories, il assure qu'en plus des guerriers des autres clans, les sectes maléfiques finiront aussi par être intéressés. D'un ton ironique, il demande à son père s'il se sent capable de les arrêter le moment venu, et ce dernier reste muet, ne pouvant nier son fils. Suryong ponctue que du moment que deux tiennent leur langue, il pourrait même exploser dans le salon, que personne ne le saurait. Coupant son élan, Myun accepte. À la grande surprise de Suryong, qui s'attendait à devoir le convaincre plus longtemps, son père abandonne d'avance. En refusant, il prend le risque de le voir se rouler à terre et faire un caca nerveux. Alors qu'ils l'apprennent, ils n'auront qu'à être discrets comme il le dit. Cachant la météorite dans son sac de soie, Suryong est entièrement satisfait et remercie le fantôme du maître Maeng pour ce butin. Il ne peut s'empêcher de sourire en imaginant quoi faire de ce matériau. Devrait-il l'utiliser pour une seule arme, ou peut-être en mettre plusieurs pour se faire un arsenal? Myun le frappe d'agacement. Bon Dieu, qu'il arrête de ricaner. Ses idées remises en place, Suryong se reprend. Bien, la récolte fut généreuse, il est temps de s'en aller. De retour au dojo, Myun annonce partir vendre la peau du tigre, que son fils ne tente rien avant son retour. Mais ce dernier lui dit de partir, qu'il lui fasse confiance un peu. Bon, et maintenant qu'il est parti, ce qu'il s'apprête à faire défier les lois des mortels. Le procédé est différent d'une technique utilisée dans l'énergie interne. Si quelqu'un le voyait, il pourrait croire à un rituel maléfique. Alors autant faire ça maintenant et s'inquiéter des conséquences plus tard. Allez, cul sec. Un bref moment après avoir englouti le bol, Suryong ressent de l'agitation dans ses vaisseaux sanguins, laissant tomber le récipient qui se brise. Il hurle de douleur en se tenant fermement la poitrine. Prenant appui sur la table, il tient bon et reste conscient. Ses veines gonflent d'une couleur mauve peu rassurante, mais ce n'est que le début. Et alors qu'il vacille, il s'efforce de ne pas perdre le contrôle. S'asseyant à terre, il prend position et se concentre. Il ne peut pas abandonner maintenant. Concentrant son énergie un moment, il relâche celle-ci d'un coup. En réaction, une forte douleur s'empare de lui, alors que son cœur bat de plus en plus fort. La fatigue étant claire sur son visage, il a déjà atteint ce stade dans sa vie antérieure. Actuellement, les vaisseaux reliés aux 8 méridiens internes sont complètement bouchés. Et résultat, il se remplit d'énergie impure qui s'accumule. La finalité de cette contamination est qu'il est destiné à mourir avant ses 30 ans. Reprenant sa concentration, Suryong est bien déterminé à triompher de ce fléau. L'énergie relâchée est telle qu'en plus de la douleur, une immense onde de choc est générée. Petit à petit,
Ses mains comme son cou semblent s'apaiser, et Suryong, dans une grande souffrance, a l'air de s'être stabilisé. Mais une douleur soudaine lui fait perdre sa stabilité. Une veine explose en conséquence de son inattention. Se mordant jusqu'au sang pour garder sa lucidité, il sait qu'il y est presque et ne doit pas se relâcher. Et alors que le processus reprend dans des cris de tourment, l'énergie est telle qu'elle en brise les tuiles du dojo et déchire les arbres pourtant robustes. Finalement, Suryong ouvre les yeux. Le calme étant revenu tel une brise, il en pousse un soupir de soulagement. Lessivé par son effort, il annonce avoir réussi. Alors entouré d'une aura bleutée, il a mis en place un processus pour créer de l'énergie interne. Et serrant son poing, il remarque non pas sans surprise une sensation extraordinaire. La satisfaction se lit sur son visage. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. En position dans la cour, il reste pensif. Les herbes lui ont permis d'atteindre le premier palier de la technique secrète. En franchissant ce palier, il s'est donné quelques années supplémentaires à vivre. La prochaine étape va demander encore plus de remèdes, mais surtout, son corps ne pourra pas supporter l'entraînement nécessaire. Il va devoir apprendre plus de techniques et essayer de maîtriser une plus grande quantité d'énergie. Mais pour cela, il faut d'abord renforcer ce corps faible et fragile. Le renforcer jusqu'à être imbrisable, indestructible, et être capable de supporter la technique unique de Maeng Hok, les 18 coups de la forêt verdoyante. Suryong commence par fendre l'air d'un coup. Confiant, il sait que rien ne vaut les arts de Maeng pour renforcer le corps. En position pour la suite, un deuxième coup est décoché, puis un troisième, marquant la renaissance de Baek Suryong. Dans le calme du dojo, seuls les cieux sont témoins de l'entraînement intensif du jeune homme. Celui-ci lui ronge jusqu'au crépuscule, alors que Suryong doit y mettre un terme. Il pensait pouvoir continuer, mais fixant son poing tremblant comme une feuille au vent, il décide cependant de continuer tant qu'il est seul. Une fois qu'il aura terminé la phase initiale de son entraînement physique, il pourra ensuite débuter l'étape intermédiaire. Et enfin, un jour viendra où il pourra conquérir la phase finale. Et potentiellement atteindre une maîtrise de l'énergie encore plus grande que celle du grand maître de la forêt verdoyante. Et surtout, le plus important, il a à sa portée les techniques du guerrier de lumière, Eon Moon-ho, les arts de la déesse de la lune de glace, Yalin-eun, les compétences du maître épéiste Mu-yeon-gon, et surtout, la technique secrète défiant les cieux appartenant au maître du culte démoniaque. Heureux quant à tant de possibilités, il se demande à quel point il sera puissant dans le futur. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit l'être le plus puissant de ce monde. À la nuit tombée, Mu-yeon annonce au retour d'un air plus que ravi, que son fils essaye de deviner pour combien il a réussi à vendre la peau du tigre. Mais il s'arrête de surprise en voyant son fils étendu au sol. Se ruant vers lui, il lui demande d'un air inquiet depuis combien de temps il est dans cet état. Mais Suryong se justifie. C'est juste que le remède était vraiment très puissant. Ce qui interpelle son père. Il lui avait pourtant dit de ne rien tenter en étant seul. Les mots se perdent dans la bouche de Suryong, qui aurait dû préparer des excuses en avance. Montant le ton, Mu-yeon ne laissera pas ça passer. Il lui a demandé d'attendre car c'était dangereux. Mais Suryong implore sa clémence. Allez, qu'il laisse couler pour une fois. Attrapons un manche à balai. Son indulgence a ses limites. Et cela suffit à Suryong pour prendre peur. Il se calme, voyons. Ils vont discuter comme des adultes. La première journée d'entraînement prend ainsi fin. Un balai ayant suffi à faire fuir Suryong. Les jours passèrent et malgré les réprimandes de son père, Suryong poursuivait son entraînement. Petit à petit, il continuait de purifier son corps de l'énergie impure, qu'il extériorisait et mettait de côté. Aussi, il poursuivait son renforcement physique grâce aux techniques de la forêt verdoyante. Et enfin, un jour, on annonce avoir une lettre qui lui est destinée. Celle-ci provenait de Juyol, et alors qu'il l'ouvre, son contenu défile sous les yeux de Suryong. À son plus grand plaisir, l'Académie du Dragon Azur annonce chercher des enseignants, et Suryong ne laissera pas cette occasion lui filer entre les doigts. Bonjour à tous, c'est Magie, et oui, au lieu de dire Roi Magikarp, je vous invite à dire Magie, c'est plus court. Alors, première vidéo qui en fait est pas vraiment la première, parce que la vraie première elle sortira le week-end prochain. La raison c'est que j'ai pas osé la sortir maintenant, j'ai préféré faire une bonne impression pour le lancement de la chaîne, parce que déjà dans cette vidéo là il y a d'énormes défauts, et donc dans la vraie première c'était pas pire, mais en tout cas c'était pas forcément mieux. C'est pour ça que j'ai inversé l'ordre de sortie des deux vidéos. Et sinon ces défauts ils sont dus à quoi? Simplement qu'il y a 2 ou 3 mois quand j'ai préparé ces vidéos là, déjà j'avais pas forcément les bons réglages audio, mais surtout je savais pas comment j'allais faire la narration orale, et du coup j'ai pas pu faire un bon script qui était adapté à ça. En plus de ça, j'ai pas forcément l'expérience pour doubler, ce qui fait que je perds mon énergie à certains endroits, ce qui du coup entraîne une mauvaise articulation, un rythme qui est pas constant, etc. Mais j'ai envie de vous rassurer, normalement dès la 3e vidéo, il devrait y avoir un gros step-up au niveau de la narration. Enfin, du moins c'est mon ressenti quand je l'écoutais. Et peut-être même d'ailleurs que vous l'entendez en ce moment même dans cette outro. D'ailleurs là je vous parle de 2e et de 3e vidéo. Ça sera quoi le rythme de publication? Alors je pensais partir sur un rythme de 2 à 3 semaines entre chaque vidéo d'1 heure. L'exception étant la prochaine qui sortira le week-end prochain parce que c'est les débuts. Et en plus de ça, elle fait plutôt 45 minutes, du coup je vous fais patienter un peu moins longtemps. Mais sinon après ça, le rythme devrait être plus ou moins régulier et se caler sur les week-ends.
Cependant, c'est pas définitif parce que ça c'est le rythme que j'annonce là maintenant, mais on n'est jamais à l'abri des retards de production, du coup prenez ça avec des pincettes. Ensuite, question très importante, est-ce qu'il y aura les suites? Alors je suis désolé de l'annoncer, mais pour le moment, non, ce n'est pas prévu, il n'y aura pas de suite sur cette chaîne, et ce pour deux grosses raisons. La première, c'est que les suites, en termes de statistiques, c'est éteint, c'est nul, et c'est assuré d'être une perte en termes d'investissement. Alors j'aime pas parler avec ces termes, notamment le terme d'investissement, mais malheureusement c'est le cas. Les suites font de trop mauvais chiffres pour avoir envie de les sortir. Et deuxième grosse raison, c'est que moi j'aime pas faire des projets qui seront inachevés. Et les manhwas, bah souvent on parle en centaines de chapitres, 200, 300, et il y en a même à plus de 600 banales, God of the High School, Tower of God, etc. Et du coup c'est impossible de sortir tout ça sur YouTube, et moi j'ai pas trop envie de sortir 3 ou 4 vidéos, me dire que j'ai fait 5 heures de contenu et que pourtant ça représente qu'un 20e de toute l'œuvre. Ce qui fait que oui, pour l'instant je ne compte pas faire les suites, par contre ce n'est pas définitif. C'est probable qu'il y ait quand même quelques séries qui m'attirent un peu plus et qui par miracle n'ont pas trop de chapitres, je dirais moins d'une centaine, ce qui me pousserait à les faire entièrement. Mais sinon, hormis ça, on va partir du principe que la chaîne est faite pour découvrir des manhwas et pas les adapter dans leur entièreté. Autre chose intéressante à évoquer, c'est le nom des manhwas. Alors moi je vais prendre le même système qu'Anisik, c'est-à-dire que ça sera publié dans notre Discord, qui est le Discord Tsun, celui où il y a Anisik et Solstice. Pour la simple raison que c'est une manière pour nous de nous protéger, parce que si vous le saviez pas, on fait ça pour qu'on ne trouve pas nos vidéos en mettant le nom du manhwa dans la barre de recherche. Parce que même si on est dans notre droit en faisant des récaps et qu'on devrait pouvoir contester des copyrights, c'est juste pour nous éviter des galères et des procédures bien longues, bien chiantes qui nous feraient avoir du retard dans tout le reste de nos projets. Donc voilà, si les noms sont pas explicitement évoqués sur YouTube, c'est juste pour notre sécurité et en plus de ça, ça permet de faire rejoindre des gens sur notre Discord. Enfin, le dernier point de cet outro, ça donne quoi la chaîne sur le long terme? Alors c'est très dur de se projeter très loin, mais tant que je pourrai assumer les vidéos sur le plan financier, mais aussi en termes de temps, et ben je les continuerai. Et d'ailleurs, c'est même pas impossible qu'il y ait une chaîne de stream qui soit créée fin 2025 ou début 2026. Voilà, avec ça j'ai fini d'ébiter. Si vous avez des questions, tant que c'est pas il est le solstice, parce qu'il y a que lui qui peut répondre à ça, mettez-les en commentaire et bien sûr j'y répondrai. Aussi, abonnez-vous, très important, parce que comme la chaîne est nouvelle sur YouTube, elle ne va pas être recommandée si vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite fortement à le faire. Et là voilà, c'était vraiment tout, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve pour la prochaine. Allez, à plus.